Dans l'espace, personne n'entendra la navette siffler 3 fois. Ouais, je sais que dans l'absolu, c'est un peu de la merde, mais vu que c'est de ça dont on va parler, et ben voilà. Bonjour et bienvenue les cinéphiles, dans cette critique poussiéreuse, on va parler aujourd'hui d'un film de 1981, Ladies and Gentlemen, Outland, réalisé par monsieur Peter Hyams. Alors Peter Hyams, c'est un réalisateur qui a réalisé des films un peu disparates, puisqu'il a fait donc Outland, il a aussi fait d'autres films de science-fiction un peu dans le même calibre, comme par exemple le fameux 2010, l'année du premier contact, la suite à 2001, l'Odyssée de l'espace, il fallait être taré pour faire une suite à ce film. Lui-même il a dit qu'il fallait pas essayer de comparer, que c'était pas possible, mais ce qui est intéressant si on compare à Outland, c'est qu'on retrouve un peu cette atmosphère de science-fiction, je reviendrai dessus un petit peu après. Il a aussi fait, pour prendre quelques exemples comme ça, pris un peu au hasard, des films avec Jean-Claude Van Damme, desquels je vous ai parlé, donc Mort subite, ou encore Time Cop. Donc il a aussi fait de la science-fiction un peu plus popcorn et très différente, on va dire, de ce qu'il a fait ici. Peter Hyams, c'est un gars qui, généralement, non seulement il met en scène ses films, certes, il est réalisateur, il est aussi auteur des scénarios de ses films, et il est aussi directeur de la photo, et on reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard. À la base, Peter Hyams voulait faire un western, donc son scénario à la base c'était celui d'un western. Mais ce qui se passe, c'est que le western c'était plus à la mode, les cowboys c'était plus ce qu'ils vendaient. Donc du coup, il s'est adapté à la mode de l'époque et il a transformé son western en film de science-fiction. Donc, en théorie, un western dans l'espace. Le rôle principal avait été proposé à un certain Paul Newman, mais Paul Newman avait refusé parce qu'il aimait pas trop le personnage principal, donc celui qui devait incarner. Donc finalement, voilà, il a refusé, et du coup on l'a proposé à un autre acteur très connu, mais dont la popularité était quand même un petit peu en baisse, un certain Sean Connery. Alors Sean Connery, il a accepté, mais il a quand même demandé des petits changements. Sean Connery étant assez connu pour être un petit peu gnigné sur les tournages, il a entre autres demandé à pouvoir réécrire les dialogues de son personnage. Alors, pas tout seul évidemment, je pense avec l'aide du réalisateur, mais ils ont réécrit les dialogues du personnage pour qu'il y ait un petit peu plus d'humour, ce qui va poser quelques petits problèmes, on reviendra aussi là-dessus plus tard. Pour la petite histoire, c'est Sean Connery qui a conseillé au réalisateur de faire le film en Angleterre plutôt qu'aux États-Unis, parce qu'ils avaient, je cite, des moyens techniques supérieurs. Alors Sean Connery, je sais qu'il avait une maison en Espagne à l'époque, je sais pas s'il est en Espagne, mais est-ce que par là, il aurait pas été un petit peu flemmard et ça l'embêtait d'aller jusqu'aux États-Unis? C'est pas impossible. Donc le film a été tourné dans les studios Pinewood très connu. On en parle souvent pour plein de films et à chaque fois on fait référence à la saga culte, puisque c'est là-bas qu'ont été tournés les James Bond. Les James Bond, tiens, Sean Connery, James Bond. Oui, en effet, Sean Connery connaissait bien ces studios puisqu'il les avait déjà tournés. Mais le fait d'avoir tourné tout ça en Angleterre posa aussi quelques problèmes, puisqu'une nouvelle loi fiscale était passée dans ce pays, et Sean Connery ne pouvait pas rester plus de 90 jours là-bas avant d'être taxé. Je vous explique pourquoi. En fait, avant même de commencer le tournage, Sean Connery était déjà là-bas, il avait déjà été filmé et tout, donc ce qui fait que ces 90 jours étaient déjà un petit peu réduits. Et donc, quand le tournage commença, il restait plus beaucoup de temps, donc ils ont dû s'organiser très bien. Sean Connery d'ailleurs partait chaque week-end, il rentrait chaque week-end, il quittait le pays pour éviter que ça compte dans les jours, c'est dire un peu le truc, et quand il revenait, il fallait que ce soit bam carré et qu'il n'y ait pas de retard. Je vous parle de Sean Connery évidemment parce que c'est lui qui a reçu le plus gros salaire, donc je rappelle le budget du film est de 16 millions, mais je pense aussi que ça devait toucher d'autres personnes sur le tournage, mais ça je pense qu'ils s'en foutaient un peu. Par contre Sean Connery, lui, non. Ce film a été innovateur pour deux aspects techniques, et pas deux, puisqu'on parle d'un film anglais, deux comme ça, deux aspects techniques qui sont peut-être un petit peu difficiles à expliquer pour moi, il y a sans doute des explications très poussées, mais moi j'ai fait une petite recherche et je vais essayer de m'arrêter là. Tout d'abord, ce que l'on appelle le Mega Sound. Alors le Mega Sound, c'était un truc qui a été développé par la Warner dans les années 80, qui, d'après ce que j'ai compris, était quelque chose qui permettait au son grave d'être plus profond. Le terme que j'ai trouvé sur Wiki en anglais, c'était Deep Bass. Voilà, je vous laisse traduire ça vous-même, s'il vous plaît. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont sortis avec cette technologie, il y en a 4 seulement, donc autant vous dire que ça a été un peu un feu de paille, une technologie de passage. Donc il y a eu Outland, évidemment, il y a eu Superman 2, il y a eu Au-delà du réel, et il y a eu le film Wolfen. Voilà, et à partir de là, évidemment, il y a d'autres technologies qui se sont développées, mais celle-là, c'est un petit peu perdu. Pour la petite histoire, le film a été nommé aux Oscars pour son mixage sonore, donc lié à cette technologie, même si c'est pas le premier film à l'avoir utilisé. Savoir que tous les films que je vous ai cités là, ils sont entre l'année 80 et 81. Mais le film a surtout marqué parce que c'était la première fois qu'était utilisée une technique d'incrustation qui s'appelle introvision. Alors ça, c'est compliqué à expliquer aussi, mais en gros, c'était une technique qui permettait d'incruster des images, donc un fond, des maquettes, et de faire que les choses soient un petit peu plus réalistes en jouant sur la perspective. Donc c'est le premier film qui se permettait d'incruster comme ça les acteurs par rapport aux maquettes, par rapport à un fond. Voilà, si vous voulez plus de détails,
vous en trouverez sûrement. J'ai cherché, tout ce que j'ai trouvé, c'était en anglais, j'ai essayé de rester simple. Je peux pas rentrer plus dans les détails, mais c'est un premier film qui faisait ça, ce qui faisait que l'incrustation des acteurs sur le décor fonctionnait mieux. Voilà. Et c'est d'ailleurs à cause de cette introvision qu'on va revenir au côté directeur de la photo du film. Parce que je vous ai dit que Peter Hyams était directeur de la photo de ses propres films. Mais en fait, dans ce film, il y a un directeur de la photo qui est crédité, il s'appelle Steven Goldblatt. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Peter Hyams s'est allé le chercher, il l'a engagé pour son film, pour être directeur de la photo. Ce qu'il savait pas, c'est qu'en fait, Peter Hyams avait prévu d'être directeur de la photo sur son propre film. Mais comme il y avait justement cette nouvelle technologie, l'introvision, et que peut-être ça allait être difficile à manier, peut-être ça allait pas être parfait, peut-être ça allait prendre du temps, peut-être ça allait foirer, il s'est dit, je vais engager un petit jeune, je viens ici, toi. Comme ça, si jamais il y a un quelconque souci, vous savez, il manque d'expérience, c'est pour ça, faut pas être méchant, non, n'arrêtez pas le film. En gros, il s'en est servi comme bouclier. C'est vachement sympa, hein, il est sympa ce Peter Hyams quand même. Hein. Pour la petite histoire, ce monsieur Steven Goldblatt, il a pas pu quitter le tournage malgré qu'il l'avait là, évidemment, hein, il est resté, il a dit, bon, du coup, vu que je suis là, je fais un stage, je profite pour apprendre des choses qui pourront me servir, et le monsieur a fait des films assez connus, puisqu'il a été directeur de la photo, par exemple, sur Les Deux Armes Fatales. Rien que pour ça, voilà, il a fait directeur de la photographie sur plein de films, mais par exemple, il a aussi été sur Cotton's Club, le film de Francis Ford Coppola. Donc le mec, il a pris de l'XP et après il s'en est bien servi. Pour la petite histoire, lui forcément il considère que le film, c'est pas lui qui a bossé dessus, et quand ils ont fait la fête à la fin du tournage, lui il est pas allé, il a dit pas pour moi. Normal, hein, logique. À la musique, ladies and gentlemen, nous avons un certain Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, on le sait, un compositeur presque légendaire qui a fait des musiques de ouf, plein de fois, et qui, je le rappelle, avait un peu avant fait la musique d'un certain Alien de Ridley Scott. Rappelez-vous l'intro, Alien de Ridley Scott, la musique. Rappelons aussi donc que Jerry Goldsmith connaissait Peter Hyams, puisqu'il avait déjà fait la musique pour le film Capricorn One, et en plus, pour la petite histoire, puisqu'on a dit qu'il y avait un petit lien avec le western aussi, que Jerry Goldsmith a fait de très bonnes musiques de western, comme par exemple celle de 7 secondes en enfer, Hour of the Gun, qui est absolument grandiose. Il en a sans doute fait d'autres, mais c'est la première qui me passe par la tête, tellement je trouve qu'il sublime certaines scènes. Et musicalement, la musique de Outland, elle est dans la lignée de Alien. Vous écoutez le début de la musique, on est dans une ambiance plutôt oppressante, d'ailleurs. On entend, vous savez, ces espèces de bruits qui représentent cette espèce de vent dans l'espace. Il n'y a pas de vent, mais qui représente ce vide stellaire, ce qui est quand même vachement beau, puisqu'on sait que dans l'espace, il n'y a pas de bruit, mais on entend ça, ça évoque vraiment dans notre esprit, c'est marrant. Et il y a vraiment une musique un peu oppressante, un peu suspense, comme ça, qui nous prend dès le début, qui est plutôt dans la lignée d'Alien. Alors attention, cette musique n'est pas la même qu'Alien, tout simplement parce que le film n'est pas le même qu'Alien, hein, mais il y a quand même une direction artistique qui est dans la lignée d'Alien, et je reviendrai sur la parenté avec Alien un tout petit peu plus tard. Il faut savoir que certaines partitions de Goldsmith n'ont pas pu être gardées pour le film, et donc il y en a une qui a été utilisée pour la bande-annonce du film à l'époque, ce qui était plutôt pas mal. Donc la musique dans la veine d'Alien pour continuer à exploiter le succès d'Alien, qui était de la science-fiction. Je vous ai dit que la science-fiction est à la mode à cette époque-là, on reviendra peu à peu là-dessus. Il faut savoir que le réalisateur du film n'était pas très content sur une musique de Jerry Goldsmith, celle de la bataille finale, du combat final, parce qu'il trouvait qu'elle était trop en tension, trop au niveau du suspense, et pas assez au niveau de l'action pure. Et donc, il a demandé à Jerry Goldsmith de changer sa musique, mais Jerry Goldsmith était déjà engagé sur d'autres projets, donc on a dû engager un autre compositeur, à savoir joli Morton Stevens, qui s'est occupé de faire une musique un petit peu plus punchy, un petit peu plus action sur cette scène finale. Mais attention, ce n'est pas la seule musique d'un autre compositeur qu'on entend dans le film, puisque il y a un moment donné dans le film, même plusieurs fois, on se retrouve dans une espèce de bar, boîte de nuit, saloon, encore une fois, l'Amérique, le western, et cette fois-ci, la musique a été composée par un certain Michael Bodiker. Alors, pour la petite histoire, la musique composée par Morton Stevens s'appelle The Battle, et celle composée par Michael Bodiker, c'est Source 192 et Source 193. Voilà. Ce film, on vous l'a sans doute vendu à vous, comme on me l'a vendu à moi, comme étant le remake dans l'espace, science-fiction, du Train sifflera 3 fois. Parenthèse pour dire que Le Train sifflera 3 fois est un de mes westerns américains préférés, j'adore ce film, je le trouve oufissime, mais ça tombe bien parce qu'on va revenir sur un truc qui est un petit peu qui est dans ce film, qui se retrouve aussi un petit peu dans celui-là. Donc je disais un remake dans l'espace du Train sifflera 3 fois. C'est pas tout à fait vrai, dans le sens où la première heure du film, les deux premiers tiers, le dernier tiers, c'est Le Train sifflera 3 fois, mais tout le début du film, c'est quelque chose d'inédit et de très différent du Train sifflera 3 fois. Et pas juste parce que c'est de la science-fiction. Là, on est plus dans une enquête. Donc, il y a un côté beaucoup plus film noir, je trouve. Ce côté flic
incorruptible d'une certaine manière, mais quand dans une société un peu pourrie comme ça, qui mène l'enquête, tout le monde est un peu contre lui, etc., etc., il y a un aspect film noir, enquête, qui n'était pas du tout dans l'autre film. Et ça m'a surpris en bien, personnellement. Ce film se passe donc dans l'espace, dans une mine située sur une lune de la planète Jupiter. Cette lune s'appelle Io, et il faut savoir que Io, c'est évidemment le nom d'un personnage de la mythologie grecque. Jupiter, c'est la mythologie grecque, mais version romaine, hein, je rappelle. Donc la mythologie grecque, qui, pour avoir cherché, en gros, c'est une amante à Zeus, hein. Je laisse chercher plus de détails. Hein. Et si je vous dis ça, c'est justement parce que ça n'a rien à voir avec, avec l'intrigue du film, c'est juste qu'il y a vraiment une lune de Jupiter qui s'appelle comme ça. Et donc, comme je vous disais, le film commence par cette musique de Jerry Goldsmith qui évoque plus une espèce de suspense, une tension, quelque chose d'assez fort. Et on a ces plans extérieurs de la mine qui donnent un côté film d'action rétro, je reviendrai là-dessus. On a les crédits, donc je vais y arriver, les réalisateurs et tout ça, je n'ai plus le terme, le générique, voilà, qui apparaît en surimpression comme ça. Et ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est qu'on est face à un film un peu de tension. Honnêtement, le début du film, on se demande si on n'est pas dans un film d'horreur. Y aurait-il un alien dans le coin? Pas impossible. Mais quoi qu'il en soit, on est un peu là-dedans. Et d'ailleurs, ensuite, on arrive, on voit donc des gens qui travaillent dans l'espace, hein, habillés donc avec leur costume d'astronaute. Pour la petite histoire, un peu comme dans Abyss, c'est assez rigolo, parce qu'ils ont clairement des lumières dans leur casque pour qu'on leur éclaire le visage, pour qu'on voit qui c'est, qui sont les acteurs. Toujours des petites astuces assez rigolotes à voir. Et donc là, il y a un des personnages qui devient fou, il commence à avoir des araignées, il panique totalement, et puis il s'arrache une partie de son costume, sa tête gonfle à cause de la pression, et poum, elle explose. Pour la petite histoire, personne ne meurt comme ça dans l'espace, hein, ça n'arrive pas, la différence de pression qui fait gonfler la tête, tout ça, c'est des sottises. Mais ce que je trouve vraiment cool, quand on regarde ce film et qu'on sait pas trop à quoi s'attendre, ou alors quand on s'attend à un remake du Train sifflera 3 fois, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout si on va être face à un film fantastique, s'il va y avoir un monstre dans l'espace, un fantôme, on ne sait pas du tout. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et ensuite, peu à peu, le film se développe. Donc ensuite, on découvre l'intérieur de cette station spatiale, et cette station spatiale, moi je la trouve magnifique. Magnifique, parce que justement, elle est un peu agressive comme ça. Il y a un côté vieille science-fiction là-dedans. Il y a l'éclairage qui est d'ailleurs vachement bien foutu, je trouve, dans le film, qui fait bien ressortir des zones d'ombre et des trucs comme ça, c'est très bien fait à ce niveau-là, qui donne vraiment une atmosphère un peu pesante à l'ambiance, comme ça. Et comme le film est assez lent, eh ben, il y a ce côté science-fiction, que moi j'ai envie de dire à l'ancienne, une science-fiction que je voyais à cette époque-là. Je me souviens que quand j'étais gamin, je tombais parfois sur des films de science-fiction un peu de ce genre-là, avec ce genre de visuel-là, et personnellement, ça m'évoquait une science-fiction que j'avais pas l'âge de regarder, un truc un peu mature, un peu posé, un peu lent, qui parfois peut partir dans la philosophie, qui peut être violent, ou il peut y avoir des monstres et tout ce qu'on veut, mais je veux dire, une ambiance vraiment... Il y a quelque chose qui se dégage de ça, il y a une magie qui se dégage, une magie pas forcément positive, hein, justement une magie un peu agressive comme ça, que personnellement j'adore. Et ça tombe bien parce qu'en fait, toute cette ambiance et tout ça, c'est inspiré de... Alien, bien que, en effet, il y a des gens qui se soient occupés des décors et tout, qui ont dit on a fait exprès des fois de faire totalement la différence d'Alien, pour pas que ce soit trop ressemblant à Alien non plus. Hein. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur l'aspect western du film, comme je vous ai dit en partie un remake de High Noon, Le Train sifflera 3 fois, avec Gary Cooper, film à voir absolument. Il y a quand même des restes de ce western, entre autres les fusils, qui sont des fusils rétro, hein, qui font plus penser à des Winchester, pour faire penser à cette époque-là, et il y a toute la fin du film, qui, elle, reprend en fait le principe du Train sifflera 3 fois. À la fin du film, le film change de ton, cette fois-ci il y a des tueurs qui vont venir pour tuer notre cher Sean Connery, et là, donc on se retrouve dans le Train sifflera 3 fois. On a déjà une montre, qui nous indique le temps qui reste avant l'arrivée de la navette, et donc des tueurs. Et on a ce flic qui essaye un peu de réunir ses troupes et tout, et à la fin, on a le duel. Pour la petite histoire, même si j'adore le Train sifflera 3 fois, je trouve cette partie dans le film pas forcément des plus passionnantes. Je trouve que ça casse un peu cette ambiance, ce côté lent, ce côté enquête et tout, pour passer dans autre chose, et c'est pas forcément oufissime. Un des défauts, enfin un des presque défauts que je trouve au Train sifflera 3 fois, c'est qu'on nous hype totalement l'arrivée des méchants pour à la fin avoir ce duel. Et quand on a ce duel, à la fin, on peut s'empêcher de se dire, oui, c'est un duel. Ça n'avait pas l'air si violent que ça, alors que pendant tout le film, c'est la mort assurée. Et quand on arrive là, en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues dans plein de films et tout, bien que je crois qu'ils sont 1 contre 4 dans Le Train sifflera 3 fois, donc il a beaucoup de chance d'y laisser sa beau, hein, mais ça marque moins. Alors que toute la partie qui précède, c'était de la tension et tout, et à la fin, quand on nous le montre, vous savez, le fameux suggéré, pas montré, à la fin, quand on nous le montre, c'est un petit peu décevant. Là, je trouve que c'est un petit peu décevant à partir du moment où on fait, en fait, ce à quoi je m'attendais. Ce à quoi je m'attendais est en fait, un petit peu, ça passe un peu rapidement, c'est pas aussi dramatique, c'est pas aussi réussi que Le Train sifflera 3 fois, etc., etc.
Une des différences avec le train sifflera 3 fois, c'est que dans le train sifflera 3 fois, il y a tout le côté romantique. Ici, dès le début, la femme, et le fils donc du héros principal, lui disent « Bon écoute chérie, on te laisse, on se casse, on se tire ». D'ailleurs, personnellement, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide dans le film, parce qu'ils viennent d'arriver sur cette mine, et ils partent déjà. À peine arrivés, ils se cassent. Alors oui, c'est vrai qu'on nous explique que le personnage de Sean Connery est allé de mine en mine, on va dire, de trucs pas très reluisants, et que là, on l'a mis dans le pire truc, dans le trou du cul de l'univers, et justement, déjà, je pense que la famille, elle en était là, puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait « Non, ici, on ne traînera pas, on se casse tout de suite ». Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'ils disent qu'ils partent au début du film, alors je sais plus exactement comment ça fonctionne, je crois qu'ils rejoignent une espèce de hub avant de rejoindre la Terre, et à la fin du film, ils reçoivent un autre message en mode « Si tu veux, tu peux nous rejoindre ». Voilà, si jamais. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je me suis demandé si le départ de la famille n'était pas un peu trop tôt dans l'histoire du film, s'il ne devait pas arriver à la base un peu après, mais que pour une question de situation, de ne pas dire que la famille c'est des salauds qui le laissent dans la merde, ils n'ont pas préféré les faire partir plus tôt. Je sais pas, c'est une théorie personnelle, votre avis s'il vous plaît. Pour ce qui est de l'enquête, il faut dire les choses comme elles sont, l'enquête en elle-même est en fait assez simple. L'histoire du film est très simple, mais c'est cette ambiance qui fait que ça fonctionne. Une des choses qui est assez rigolote au niveau de l'enquête, c'est les ordinateurs. Alors les ordinateurs qu'on voyait à l'avenir dans les années 80, bon bah c'était les ordinateurs encore à l'ancienne, hein, on tape tout notre texte avec un fond noir, hein, limite on est encore sur MS-DOS, mais ce qui est marrant c'est qu'en fait on peut tout obtenir d'un ordinateur, on lui pose n'importe quelle question, il répond, hein, il te trouve toutes les caméras, tout ce qu'on veut, ce qui simplifie en effet l'enquête grandement. Et ouais, c'est vrai que dans le fond, on pourrait croire que c'est un peu décevant, mais comme ça fonctionne plutôt bien, il y a cette ambiance, on découvre les choses par étapes, c'est plutôt cool. Le film pourrait aussi être vu comme une espèce de critique du capitalisme. Oui, un petit peu, parce qu'en effet, on est dans un endroit où on est en train de dire qu'il y a du rendement, ça travaille bien, ça travaille beaucoup et c'est cool, mais les gens sont entassés comme des cacas, d'ailleurs on voit clairement qu'ils sont entassés, beaucoup de monde dans la station, à part certaines zones où il y a personne, où justement là il y a une ambiance un petit peu plus... un peu plus sobre, on va dire, justement, mais en règle générale, on voit qu'ils sont entassés dans des couchettes, etc., etc. Le film est aussi très intéressant, je trouve, sur la scène de la prison, hein. Scène de la prison où les gens sont en lévitation et dans le noir et tout pour les faire un petit peu paniquer, une espèce de torture. Pour la petite histoire, la scène où le personnage est suspendu, en fait, il est suspendu à l'envers, avec un câble sur le ventre, et ils ont retourné l'image, c'est pour ça que le sang coule dans l'autre sens. Je vous ai dit que le film était assez simple, une des difficultés c'est que très rapidement on nous montre le poteau rose. Je trouve que très rapidement on comprend qui est le méchant là derrière, quand le chef de la station commence à lui dire hey, les gens ici ils travaillent bien et tout, et après ils se divertissent, faudrait voir à pas trop les embêter, hein, avec un zoom comme ça pour montrer qu'il est un peu agressif. L'histoire c'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais elle est bien emballée. Un petit mot sur le personnage de la doctoresse que je trouve vachement cool, ce personnage qui revoit un peu chier tout le monde et tout comme ça, ça donne des dialogues vachement cool, qui dit être donc un mauvais médecin, pour expliquer justement qu'elle aussi se retrouve dans le trou du cul du monde, même si après on se rend compte qu'elle est quand même vachement utile. On le voit plutôt dans le fait qu'elle s'est pas rendu compte qu'il y avait une augmentation des suicides un peu foufou, et que par exemple elle ne faisait pas d'autopsie. Mais à part ça, une fois les choses mises en place, elle est très compétente, un peu comme le personnage de Sean Connery qui lui-même dit qu'il a des problèmes de discipline, qui dit ce qu'il pense et tout ça, mais en fait dans le film, à part faire régner la justice en effet qui expliquerait ça, il a pas l'air d'être totalement rebelle. C'est sans doute de là que viennent justement les réécritures un peu humoristiques du personnage qui peuvent peut-être un petit peu casser ça. Un petit peu seulement. Quant au combat final, bah un peu comme dans le train sifflera 3 fois, je le trouve cool parce qu'il est un peu tactique et tout, et puis justement on va un peu dans l'espace et tout, mais j'ai pas trouvé que c'était un climax de folie. D'ailleurs la fin du film nous laisse entre guillemets un peu sur notre fin, on comprend vite fait, mais le personnage survit, il colle un coup de poing au gros méchant, puis voilà, puis il part. Ça veut dire quoi? Que la drogue va arrêter de circuler, que lui s'en fout, que... Bon, lui, le méchant va sans doute se faire tuer par ses alliés, parce qu'ils ont dit que s'il n'arrivait pas à vaincre Sean Connery, ils allaient le flinguer, ok, mais il se passe quoi après? Il va dénoncer ça à ceux qui gèrent les mines et ils vont intervenir. La fin peut être un petit peu facile, mais quand on regarde le film, ça pose pas de problème. Et un petit mot donc sur la prestation des acteurs, donc Sean Connery, je trouve les acteurs bons dans ce film, mais en même temps, j'ai un peu de peine à trouver ça extraordinaire. Je trouve que Sean Connery, il a une bonne présence, il a du charisme et tout, mais il est pas assez badass d'un côté, et comme il est un peu cool de l'autre, ça passe parce que j'adore Sean Connery. Mais niveau pure interprétation, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Bref. On va s'arrêter là pour parler aux alentours du film. C'est un film que je trouve très cool, franchement très sympa, très bonne ambiance, qui fonctionne très bien malgré la simplicité de son scénario. Ce que j'ai préféré, c'est ce à quoi je m'attendais pas, c'est-à-dire la partie train sifflera 3 fois, c'est pas ma préférée. C'est un film que je vous recommande, un film intéressant, un film qui en plus a apporté une nouvelle technologie et tout ça. Un film qui franchement m'a vachement plu. Donc je vous le recommande très largement. Donc moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je pense que la prochaine fois, on va adapter Star Wars, mais dans l'espace.
C'est nul, hein.